depuis un certain nombre d'années, le pouvoir en France se concentre. C'est-à-dire il se rassemble dans des mains qui sont de plus en plus petites. Et ça, les mains qui le concentrent, en fait, c'est le président de la République et le gouvernement. Alors c'est vrai que quand je dis ça aujourd'hui, on va entrer dans une période où le président de la République n'a plus de majorité au Parlement, donc on va sentir qu'il perd un peu du pouvoir, enfin, qu'il revient dans les limites de ce qu'était celle constitutionnelle. Mais à travers l'histoire, tout a été fait pour que celui qui gagne les élections puisse s'affranchir complètement des contre-pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette concentration du pouvoir, elle ne s'est pas faite avec un grand renversement. Par exemple, avec quelqu'un qui est arrivé et qui a dit « Moi, je change toute la Constitution, je me donne tous les pouvoirs possibles. » Pourquoi ? Parce que ça ne passerait pas. En fait, les gens se rebelleraient très fort. Ce qui a été fait, c'est qu'on a pris une série de toutes petites mesures qui paraissaient vraiment anodines. Ouais. La preuve, c'est que même moi, si on me posait la question, mais quelle est la mesure qui a précipité, j'aurais du mal à la trouver. Une mesure, par exemple, qui est passée, quand on l'a vu passer, moi, je n'avais pas d'avis très fort sur la question, c'est celle, dans les années 90, sur le financement des partis politiques. En France, avant, les partis politiques recevaient des financements sur leur nombre de militants. C'est-à-dire, si vous représentez, si vous aviez un nombre de membres élevé, vos financements publics étaient calqués sur les gens qui se retrouvaient derrière votre parti politique. Ça, c'était dans les années 90. Donc, plus on avait de militants... plus on avait de financement public. De financement public, c'est-à-dire des subventions de l'État. Subventions de l'État. Les partis reçoivent des financements publics. C'était indexé d'une certaine manière lié sur les adhérents. En grande partie, c'était le facteur le plus important. Non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que les financements des militants, au départ, il n'y avait pas de financement public, donc on devait vivre sur les militants. Oui. Et la part des financements publics, par petits bouts, bien avant aussi les années 90, a pris de plus en plus une part sur les élections passées, et puis maintenant même dans les élections futures. Donc c'est pour ça que les sondages ont beaucoup... la conséquence, c'est qu'on n'a plus besoin de militants. On a besoin de voix. Alors, parce que là, du coup, la suite de l'histoire, c'était... En fait, ce qui est important, c'est que dans un parti politique, la figure du militant, c'est une figure qui dérange. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes militant, vous questionnez les choses. Moi, je viens m'engager. Pourquoi on a pris une décision comme ça ? Qui est candidat aux élections ? Je veux pouvoir le décider, etc. Vivre avec des militants, on remet en question. Mais pour, on va dire, l'élite d'un parti politique, ceux qui se présentent aux élections, c'est pénible d'avoir composé avec des gens qui remettent en cause, etc. Et donc, l'idée de changer le financement des partis politiques et de l'indexer, comme le disait Raoul, sur le résultat des élections, c'était aussi une façon de dire on va s'affranchir un petit peu de ce rôle des militants. Et on l'a poussé, on voit l'effet de ce système en bout de course aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, un parti politique cherche, c'est des gens qui leur font gagner des élections. Ils n'ont pas besoin d'avoir des militants, d'ailleurs quand vous tapez à la porte d'un parti politique, on vous dit... Oui, va coller les affiches. On vous dit très peu de choses d'ailleurs sur comment les décisions sont prises. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de vous. Ce dont on a besoin, c'est de gens qui sont très forts pour vous faire gagner des élections. C'est-à-dire des gens qui sont capables de vous expliquer comment on communique, des gens qui sont capables de vous expliquer comment on va chercher de l'argent. Et ça, ça a créé une déconnexion entre... les citoyens qui s'activent et les partis politiques qui sont censés les représenter. La République En Marche, c'est zéro. C'est un mouvement politique. Et je le prends comme exemple parce que on n'a peut-être pas tous pris la mesure quand même de ce qui s'est passé. C'est-à-dire avant, c'était un tout petit parti. C'était un parti inexistant. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron, mais très soutenu, très organisé autour de la conquête du pouvoir, mais qui pesait en militant rien. Et on le voyait dans tous les kiosques, à l'époque, c'était presque choquant quand on le regarde. Si on remettait aujourd'hui, à l'époque, on ne se rendait pas forcément compte, c'était sur 6 mois jusqu'au premier tour des élections présidentielles, mais tous les kiosques avaient en une sur les différents magazines mainstream, comme on dit. Il y avait la tête d'Emmanuel Macron qui faisait la une de tous ces magazines-là, les uns après les autres, pour qu'il y ait toujours Emmanuel Macron de pousser finalement. Et donc, il était
Donc pas de militants, c'est ce que vous dites, mais soutenus par des puissances d'affaires. On voit de plus en plus, et après je prendrai peut-être d'autres exemples. Un autre exemple, moi je le trouve, le parti Reconquête a été aussi quelque chose comme ça, c'est-à-dire une figure, on dit, voilà, le candidat, et une machine après derrière financière qui fait que ça devient un candidat qui compte. Ouais. Et ça, je vous donne un exemple parce que comme ça, vous allez me dire, mais quel est le lien en fait avec la concentration du pouvoir ? C'est que petit à petit, alors que notre Constitution prévoit quand même une distribution du pouvoir, un président plutôt en retrait, un rôle d'arbitre, un Parlement qui donne la confiance au gouvernement, donc avec un système de contre-pouvoir, un président qui nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre dépend de la confiance du Parlement. Petit à petit, ce qui a été fait, c'est d'arriver à contrôler tous ces mécanismes par des mesures qui, au départ, quand on les voit passer, on se dit, mais ce n'est pas des mesures très importantes, mais en bout de chaîne, elles changent la façon dont un parti politique fonctionne et le rôle qu'il joue. C'est-à-dire, ça permet à un petit nombre de personnes d'avoir un très fort contrôle sur le pouvoir politique. Il y a d'autres mesures. Je pense à un élément, nous, qu'on a appris aussi en se lançant à faire aussi de la politique. Moi, j'ai découvert, par exemple, à quel point un parlementaire aujourd'hui, particulièrement d'opposition, a peu de pouvoir. C'est très, très difficile pour un parlementaire tout seul de déposer un projet de loi. Proposition de loi, pardon. Il faut avoir un groupe d'une quinzaine de personnes. Il faut avoir un groupe. Si vous n'avez pas de groupe, il faut être soutenu par tous les présidents de commission. Même les le groupe partis d'opposition, le groupe est insuffisant. Pour qu'elle soit débattue. Donc, il faut la mettre dans une niche. Il faut le mettre dans une niche qui vous arrive une fois par an. Vous avez la possibilité pendant 24 heures de déposer vos propositions de loi. C'est-à-dire, on a C'est vraiment... C'est interdit de faire une proposition de loi qui implique des conséquences financières. Donc, ça veut dire que tout ce qui est argent, c'est que le gouvernement qui peut... C'est que le gouvernement qui peut proposer, qui peut faire des propositions. Le Parlement contrôle, mais... Oui, il peut proposer. Le seul qui peut proposer quelque chose, c'est le gouvernement. D'accord. Donc ça, c'est une réforme des retraites, les impôts, etc. Il n'y a aucun député tout seul ou même un groupe d'une quinzaine de personnes ne peut pas. Et ça, quand on regarde ça, moi j'aime bien prendre cette... on se rend être un contre-pouvoir du coup pour que les gens comprennent bien. Sont dit aujourd'hui, le problème démocratique, c'est que justement cette micro-oligarchie président et gouvernement n'ont pas de contre-pouvoir. Ça, c'est extrêmement important. Alors ça, c'est déjà dans notre Constitution. Donc c'est quelque chose qui était là depuis longtemps. Et oui, mais c'est sans particulièrement... Mais c'est particulièrement fort aujourd'hui parce que même si c'était dans la Constitution, à l'origine, par exemple, quand on avait un président qui avait un mandat de 7 ans et un Parlement qui avait un mandat de 5, ça introduisait parfois des moments qu'on vit aujourd'hui, des moments de cohabitation, il fallait composer. D'ailleurs, l'élection législative était avant la présidentielle, donc il y avait un poids de l'élection législative dans le débat public qui était fort, on pouvait voter pour son député, etc. Depuis 2002, inversion du calendrier électoral, la présidentielle arrive avant, et du coup, la législative juste consacre la majorité du président. Et on s'est habitué à avoir un président qui est très, très omnipotent, qui peut décider, par exemple, et on l'a vu, on a des symptômes très poussés aujourd'hui parce que Emmanuel Macron est très en contrôle, mais qui dit, voilà, sur ce sujet, je ne suis pas d'accord. L'éducation, ce sera Brigitte Macron qui influencera les débats. Donc, on a vraiment un pouvoir qui se concentre dans des mains de plus en plus petites. Et on s'est habitué à ça. C'est-à-dire,